Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que ça va? C'est vrai que je ne pose quasiment jamais la question en début de vidéo à chaque fois. Là je te la pose, est-ce que ça va? Compte tenu de ce qui se passe en ce moment de manière politique en France et compte tenu de tout le contexte de guerre et tout ça que nous connaissons, c'est une question qui est importante. Clairement, c'est une question qui est importante. Alors aujourd'hui, on se retrouve dehors parce que il fait beau et du coup j'en profite. Il fait chaud mais pas trop chaud non plus, donc c'est génial, c'est super. Le printemps est enfin là. En parlant de printemps, j'ai réactivé mon Discord, donc mon book club, le book club sauvage que j'avais créé au mois de novembre, ouais c'est ça, au mois de novembre, et que j'avais plus ou moins abandonné en début d'année de 2022. Et là j'ai envie de le réactiver afin que l'on puisse échanger. Alors je pense que quand j'aurai publié cette vidéo, on sera très loin déjà dans le mois d'avril. Mais c'est un petit livre, c'est une petite nouvelle que je t'invite à lire avec moi. C'est La tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki, dans le cadre aussi du printemps japonais, où il faut lire voilà, de la littérature japonaise pendant tout le printemps. Moi je fais ce challenge cette année et du coup je compte aussi lire ce petit livre. Voilà, c'est une nouvelle qui est assez dure quand même à lire. Je suis en train de repenser au film que j'avais vu il y a très longtemps et que j'ai très envie de re-regarder aussi. Je t'invite à rejoindre le Discord si ça t'intéresse. On parle aussi d'autres choses, on parle de littérature, on parle aussi un tout petit peu de musique. Tu peux faire des recommandations musicales, des recommandations littéraires, etc. C'est juste pour le plaisir d'échanger. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. C'est ça le but principal de cette vidéo. J'ai lu à peu près tout ça et il faut que je t'en parle. Alors je vais essayer d'être assez succinct dans mes avis de lecture dans cette vidéo. Je vais commencer par mon coup de cœur. D'habitude je le mets toujours un tout petit peu vers la fin. Là je vais commencer par mon coup de cœur tout de suite puisque c'est un livre qui est différent des autres lectures que j'ai faites durant ce mois-ci. C'est une autobiographie, c'est La Charrette Bleue de René Barjavel. Donc là c'était publié aux éditions Folio. C'est un livre qui m'a bouleversé et franchement ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai tout aimé dans ce livre. C'est un livre de souvenirs dans lequel René Barjavel relate ses souvenirs d'enfance qui sont aussi très liés avec la Première Guerre mondiale. Et du coup on retrouve vraiment ce contraste entre l'enfance et la mort, entre l'enfance et la douleur de la Première Guerre mondiale et l'absurdité de cette guerre aussi. C'est, je trouve, une manière aussi de parler de la guerre qui est très touchante. C'est aussi rempli d'espoir, rempli d'amour surtout. René Barjavel écrit des portraits de sa mère, de ses parents, de ses frères, de ces gens qui habitent dans la même ville que lui. Cette enfance dans cette boulangerie provinciale, cette vie dans cette boulangerie, on sent vraiment... c'est très sensuel comme écriture parce qu'on sent les odeurs, on ressent le toucher. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. J'avais l'impression d'y être et il y a une grande part mélancolique et nostalgique aussi. Peut-être pas nostalgique, peut-être plus mélancolique d'ailleurs. Très porté sur l'enfance et sur cette espèce d'innocence qui va se retrouver gâchée par la guerre, par ces images très fortes qu'il décrit. Il y a vraiment des images qui sont éprouvante. Voilà, c'est cette alliance entre ce regard de l'enfance sur la guerre qui est très bouleversante. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une autre manière aussi d'aborder la Première Guerre mondiale et d'aborder les guerres de manière générale, ce que ça représente vraiment. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que quand je te disais, on sent vraiment les senteurs, on voit les paysages, on voit tout ce que décrit René Barjavel et puis surtout il y a aussi une espèce d'effusion comme ça sensuelle. René Barjavel va nous décrire des choses parfois, par exemple il va nous décrire la cuisine de sa mère en nous proposant des fois des petites recettes. C'est vraiment un entremêlement de plein de souvenirs. Je vais laisser passer l'avion qui passe au-dessus de nous. C'est un livre qui parle aussi de la maladie et la charrette bleue, c'est le symbole un tout petit peu de cette perte de l'innocence. Il y a quelque chose vraiment de très poétique, de très lyrique par moments, sans pour autant que ça soit très lourd. Et au contraire, j'ai trouvé que c'était d'une grande sensibilité, quelque chose de très doux amer. Et en tout cas, voilà, il y avait tous les ingrédients
qui font que j'ai adoré ce livre parce que j'aime beaucoup les lectures un peu mélancoliques, les lectures un peu douces amères comme ça. Et surtout, ça parle de l'enfance avec un regard qui est très très touchant et qui est rempli d'amour. Ouais, je pense que j'ai pas d'autres mots par rapport à ça. C'est vraiment rempli d'amour. Au début aussi, il nous décrit par exemple la rencontre entre ses parents. Cette scène-là, ce passage-là, j'avais le cœur qui battait très très fort quoi. C'est un passage qui est très très beau. C'est très bien écrit aussi et en même temps c'est très simple. Très bien écrit, très fluide, et c'est une autobiographie que je te conseille, mais à 1000%, vraiment. Je pensais pas du tout que j'allais autant aimer ce livre, parce que La Nuit des Temps, j'avais lu La Nuit des Temps de René Barjavel déjà quand j'étais au lycée. J'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été non plus un gros coup de cœur, parce que je pense que il y a des choses sur lesquelles je suis passé à côté. Là, je lis Barjavel dans un autre contexte, dans un autre genre, et je suis juste époustouflé par son talent d'écriture. Là, c'est vraiment très 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 personnel ce que je vais te dire. On retrouve aussi son intérêt pour la littérature, l'arrivée de la littérature dans sa vie. Il passe ses journées à lire et du coup, ça le construit aussi personnellement et ça construit sa vie d'écrivain futur. Il y a tout le rapport aussi avec la mère qui est un rapport très très important et qui est profondément lié avec la maladie. Il y a des images qui sont très très fortes et que j'ai encore, par exemple ces images où il y a ses cousins qui reviennent du train et en fait qui reviennent totalement blessés et bah, meurtris et juste profondément choqué. Et cette scène-là, ça m'a bouleversé et j'avais les larmes aux yeux. Donc je te conseille à 1000% ce livre. C'est un livre très émouvant, quoi, vraiment très émouvant. Alors ensuite, rien à voir du tout. Là, on va entrer un tout petit peu dans la grande partie fantastique, parce que j'ai beaucoup lu de fantastique. Un peu sombre aussi parfois. J'ai lu le manga, le livre des sorcières, les 2 volumes. Le 3e volume devrait pas tarder normalement à sortir, je crois que c'est en automne. Donc c'est publié aux éditions Glénat, c'est de Ebishi Maki. Le livre des sorcières, on va suivre dans ce manga le médecin Jean Weyer qui est envoyé dans un village afin d'enquêter sur d'étranges phénomènes. C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à Frankenstein de Mary Shelley que j'avais lu il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 semaines. Ça m'a beaucoup fait penser à Frankenstein parce que c'est un manga qui parle de cette thématique à la fois de la science, de la magie, et à quel point il y a un lien qui se fait entre les deux. Alors évidemment, ce qui est très particulier avec ce manga, c'est sa narration, parce qu'au tout début, on va suivre le médecin Jean Weyer, qui arrive comme ça dans ce village et qui se retrouvait en face de quelque chose qu'il a déjà vu, pu voir auparavant. Il trouve ça extrêmement étrange et bizarre. C'est aussi tiré de faits réels. Ce livre, on retrouve des personnages qui ont véritablement existé, des personnages historiques, mais là qui sont mis du coup sous cette espèce de fiction, qui servent aussi à décrire ce contexte très étrange de la chasse aux sorcières et de ce contexte scientifique aussi, d'expérimentation scientifique très étrange parce que c'est la science qui est mise sous le prisme aussi de cette espèce de côté très fantastique et qui est en face de la religion. Les deux sont mis en confrontation et parfois sont même emmêlés, entremêlés. Et du coup, c'est aussi une exploration des sciences occultes. Ce jeune médecin, Weyer, va se retrouver face à la chasse aux sorcières, à des femmes qui sont appelées sorcières, liées à une sorte de dépression, qu'on appelle aussi la mélancolie. C'est un terme qui vient décrire aussi une maladie mentale. Et sauf que cette maladie mentale, quand elle vient toucher des femmes, sert à les accuser de sorcellerie. Il y a toute une réflexion autour de la figure des sorcières et de ce que représentent les sorcières dans la société. Weyer va vivre quelque chose de traumatisant par rapport à ça et il va vouloir, avec l'aide de son maître Agrippa, essayer de sauver ces femmes, ces sorcières. C'est une aventure où la narration
s'entremêlent entre présent et passé. C'est quelque chose qui est très marqué et qui peut désarçonner au premier abord. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien développés, étaient assez profonds. Pour moi, ça a été une très bonne lecture. C'est cette narration qui, moi, m'a posé problème parce que ça s'en mêle un tout petit peu les pinceaux. Et des fois, on s'y perd aussi en tant que lecteur à lire tout ça. Mais ce qui est aussi très intéressant dans ce livre, c'est tout le contexte. C'est toute l'atmosphère et l'ambiance très fantastique. C'est une sorte de presque de thriller psychologique ce manga parce que voilà, on va avoir des enquêtes, on va avoir une enquête. Donc je te conseille, c'est un manga qui est assez original. Enfin, j'ai beaucoup aimé, même les dessins. Hop, je te montre vite fait. Voilà, ça se présente comme ça. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et ça apporte quelque chose de très intense, aussi un manga. Donc voilà, je te le conseille si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est un très bon manga fantastique. Après ça, j'ai lu un grand classique du fantastique, j'ai lu Edgar Poe, Les histoires extraordinaires, traduit par Charles Baudelaire, qui rassemble combien de nouvelles, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nouvelles de longueur plus ou moins équitable. Là, j'ai été un peu plus mitigé par rapport à ce livre parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus horrifique et beaucoup plus fantastique encore que ce que ça ne l'est. Faut vraiment prendre le mot extraordinaire au pied de la lettre, puisqu'en fait, extraordinaire, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Et du coup, des fois, dans ces nouvelles, on va suivre juste des personnages qui vivent des histoires extraordinaires, mais pas au sens fantastique du terme. Des fois, c'est très terre à terre. Il y a le côté aussi extrêmement scientifique, mathématique, qui moi ne m'a pas du tout parlé parce que je n'y connais rien et que moi et les maths, ça fait 1000. C'est pas du tout ce qui m'a intéressé. Il y a toute la moitié du livre que j'ai pas trop aimé, enfin que franchement je suis vraiment passé à côté. Et c'est vraiment les 2 premières nouvelles qui sont en fait des nouvelles limite policière. On suit dans ces nouvelles une sorte d'enquêteur amateur, Étienne Dupin. Et ce personnage, je l'aime trop. J'aime trop ce personnage, Étienne Dupin, parce que c'est un personnage qui est un peu pédant, un peu nonchalant, mais qui est très intelligent, qui a beaucoup d'intuition, mais pas que, et qui va résoudre comme ça des énigmes à la place des policiers, qui va en tirer des espèces de leçons, une espèce de morale. Et il y a beaucoup de débats, des débats psychologiques, métaphysiques, philosophiques. Ça, c'est ce qui m'a intéressé aussi, ce qui m'a parfois un peu pesé, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant. Les nouvelles que j'ai bien aimées, c'est la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue, la nouvelle La lettre volée, et puis après, au fur et à mesure, on va justement vers le côté un peu plus fantastique, un peu plus horrifique aussi, avec des nouvelles comme Morella, que j'ai adoré, Ligeia aussi, où là, on va vraiment du côté mathématique vers le côté très métaphysique et puis après le côté très fantastique où les personnages ne savent plus trop si ce qu'ils voient existe vraiment ou s'ils imaginent. Et ça, c'est ce que j'ai le plus aimé et c'est ce que j'attendais en fait en lisant Edgar Poe. Et c'est justement ces nouvelles-là qui m'ont donné un peu froid dans le dos. Tout comme la première nouvelle, hein, La rue Morgue, c'était intense aussi. Ce qui est le point commun entre chacune de ces nouvelles, même si le fantastique est plus ou moins présent à un certain niveau, c'est justement que dans chacune de ces nouvelles, malgré tout, on retrouve ce sentiment de fantastique. Et c'est quelque chose qui est très développé par Edgar Poe. J'ai adoré l'introduction de Michel Zerafa, que j'ai lu après avoir lu ces nouvelles et qui m'ont beaucoup éclairé justement sur ce sentiment de fantastique, sur aussi la thématique du fantasme chez Edgar Poe. Et en fait, c'est le fantasme limite de la démesure, de où est-ce qu'on peut aller, où se situe l'extraordinaire. Et des fois, ça se situe à des détails. Ce que j'ai adoré chez Edgar Poe, c'est que la mention de l'extraordinaire, c'est en fait ce qui va nous surprendre. Et ça, pour le coup, toutes les nouvelles nous surprennent à un moment donné. On va avoir des exploits, des personnages qui vont au-delà de leurs limites et des choses qui vont au-delà des limites du concevable.
C'est ça qui est très intéressant. Ce sont pas des nouvelles qui sont très simples à lire, il faut vraiment s'accrocher. Moi je me suis beaucoup concentré dans ces nouvelles. Il y a beaucoup de détails qui m'ont échappé, je pense d'ailleurs. Les détails mathématiques et scientifiques, ça je pense que je suis vraiment passé à côté. Mais ça reste quand même des nouvelles qui te font passer un bon moment. Alors maintenant j'ai envie de te parler d'une bande dessinée. J'aimerais lire beaucoup plus de bandes dessinées à partir de maintenant dans ma vie de lecteur parce que je n'y connais rien en bande dessinée francophone. Donc j'ai profité de l'événement commercial qu'il y a eu un week-end, le 48h BD, pour m'acheter une bande dessinée qui était seulement à 2 €, Samouraï, de Di Giorgio et Jeunet. Donc c'est publié aux éditions Soleil BD, et c'est le premier volume. C'est une bande dessinée qui nous parle voilà, d'un samouraï dont la vie va être bousculée, qui va devoir en fait protéger une petite fille qui a malencontreusement provoqué une espèce de séisme dans le monde en touchant un objet apparemment sacré. Et du coup, ce qui fait d'elle un tout petit peu une espèce de d'élu. Et du coup, elle est poursuivie par une espèce de secte religieuse. C'est vraiment l'introduction. Alors je trouve que c'est allé hyper vite. J'ai bien aimé, mais c'est allé trop vite. Donc c'est vraiment l'introduction, mais ça m'a donné envie de lire la suite. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré l'ambiance de cette bande dessinée. J'ai trouvé ça très beau. Regarde ces détails, j'ai adoré ça. Donc voilà, donc franchement ça a été une bonne découverte. Je sais pas trop quoi dire de plus sur cette bande dessinée. Ça se finit en plus au milieu de l'action, et j'étais là mais non, il faut pas que ça se finisse comme ça, j'ai envie de savoir la suite. Non. J'ai bien aimé aussi l'atmosphère très japonisante. Je trouve que c'est pas non plus opportuniste, et ça apporte quelque chose aussi d'assez original. Après ça, j'ai lu aussi d'autres mangas. Alors là, c'est un classique du manga d'aventure et du manga d'action. C'est Yu Yu Hakusho. Voilà, donc j'ai eu le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Comment dire ? Ça se voit que c'est un manga qui est quand même un tout petit peu vieux. Ça reste un classique du manga d'action, du shonen manga que l'on a connu avec Dragon Ball, avec Naruto et tout ça. Mais je trouve que ça aussi a un tout petit peu vieilli, dans le sens où aujourd'hui, le shonen manga, le manga d'aventure a un tout petit peu changé. Là, mais ça part dans des délires. C'est limite en fait une sorte de parodie des shonen manga à la Dragon Ball. On suit Yusuke, qui devient une espèce de fantôme, et qui, pour devoir ressusciter, va avoir des missions qu'il va devoir accomplir. Donc du coup, le tome 1, c'est toutes ces missions. Donc c'est vraiment un tome très introductif où il se passe pas grand chose non plus. Ça évolue au fur et à mesure, mais petit à petit. C'est vraiment pour introduire l'univers et pour introduire l'ambiance, l'esthétique. Et puis après le tome 2 et le tome 3, là vraiment on rentre un tout petit peu dans le vif du sujet sans vraiment rentrer dedans. C'était un peu bizarre, et des fois c'est un peu dur à suivre. Donc c'est pas non plus un gros coup de cœur, loin de là, mais j'étais très content d'enfin lire ce manga, parce que c'est un manga que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps. J'avais déjà pu voir le dessin animé quand j'étais plus jeune. Dans mes souvenirs, c'était pas aussi what the fuck que ça. C'était pas aussi délirant que ça. Donc c'est un bon côté, c'est un côté positif, et en même temps c'est un côté un peu négatif, parce que l'auteur se base seulement sur ce côté délirant. Des fois je trouve que ça dessert un tout petit peu l'histoire. Ça va être juste des petits épisodes quoi, et on sent vraiment que c'est un manga qui est construit comme un feuilleton, et qui est vraiment construit chapitre après chapitre. Et enfin, là je viens de te parler de mon plus gros flop, je pense, ma plus grosse déception de cette update lecture. Un livre à la base que je ne voulais pas lire et que j'avais mentionné dans ma précédente vidéo, le book tag, ces livres que je ne lirai jamais, le anti-TBR tag. Et finalement je l'ai vu dans ma médiathèque, et quand je l'ai vu dans ma médiathèque, je me suis dit bon allez, je vais essayer quand même. C'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Ça a très bien commencé, franchement. Ce livre a très bien commencé. Je me suis dit, peut-être que je vais aimer finalement, parce qu'on a une héroïne, Adi Larue, qui est très intéressante, et que j'ai beaucoup aimé au début, vers la fin un peu moins. Et j'ai adoré l'atmosphère, et j'ai adoré le concept de l'histoire, c'est-à-dire ce pacte avec le diable que Adi Larue va faire afin d'échapper à un mariage forcé
on est en 1714, sauf que en faisant ce pacte, elle va se retrouver en fait maudite. Elle est immortelle, éternelle, mais personne ne se souvient d'elle. Sauf que sa vie va être bousculée le jour où elle va rencontrer la seule personne qui se souvient d'elle. Et là, ça va tout bouleverser. Sa vie va être vraiment ébranlée. Et du coup, c'est une espèce aussi de fragilité dans la malédiction. Ce que j'ai adoré aussi dans ce livre, c'est que c'est aussi une ode à l'art. On a aussi beaucoup de développement autour de ce que représente l'art. Et ça, j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça mais absolument passionnant et très ingénieux. Je trouvais que c'était très bien développé dans ce livre. Mais alors par contre, ce qui pour moi m'a complètement fait sortir du livre et a desservi pour moi le livre, c'est la dark romance. L'aspect enemies to lovers, l'aspect très romance, mais c'est de la romance juste pour mettre de la romance pour moi, c'est-à-dire que ça avait pas vraiment de but, ça avait pas vraiment d'enjeu non plus, et je trouve que c'est ce qui affaiblit le livre par la suite. C'est ce qui vient fragiliser aussi même sa narration et même tout l'intérêt de l'histoire, tout l'intérêt de l'enjeu. Alors je dis pas que faut pas qu'il y ait une relation amoureuse, mais ça s'est centré que juste sur ça, alors que pour moi c'est ce qui m'intéressait le moins. Je trouve que ça aurait dû garder cet aspect aventure intime, parce que c'est un livre qui est très psychologique, qui va dans la profondeur psychologique de ces personnages. Et le seul problème, c'est qu'au fur et à mesure, on s'éloigne de plus en plus de ça. Ça va jamais très loin, ça va jamais très profondément, justement dans cet aspect-là. Parce que je me dis, si elle veut mettre de la romance, de la dark romance, du enemies to lovers, qu'elle en mette. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sauf que là, ça restait très superficiel en fait pour moi. Je trouvais que les personnages, quand il s'agissait d'amour, étaient mais plats. Ça desservait mon intérêt même pour eux, et ça les rendait plus superficiels qu'autre chose. Et c'est ce qui m'a profondément déplu, que j'étais mais profondément déçu par toute la deuxième moitié du livre. J'aurais voulu que ça reste vraiment ce côté voyage initiatique et ce côté aventure, ce côté épopée intimiste, et que ça reste aussi sur ce combat avec le diable. Et puis j'ai beaucoup aimé cette ambiguïté vis-à-vis de ce que représente le bien, de ce que représente le mal. C'est jamais vraiment manichéen. La romance dessert ce propos-là. Voilà, c'est ce qui m'a le plus déçu. Franchement, j'avais un espoir quand j'ai commencé à le lire. Je me suis dit, ah mais peut-être que je vais adorer et tout, et puis non. Voilà, je suis désolé pour ceux qui ont adoré ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui a été beaucoup aimé. C'est comme ça arrive, les goûts et les couleurs, ne m'en voulez pas. Voilà du coup pour cette vidéo. N'hésite pas à venir réagir en commentaire si tu as lu ces livres-là, et à me dire tes dernières lectures que tu as faites ce mois-ci. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, bye bye, et prends soin de toi. Prends soin de toi, c'est très important.